Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve pour cette nouvelle étude des lois de Ma'akhlat Asurot, les aliments interdits. On s'est arrêté la semaine dernière au milieu du deuxième pérec qui discute des espèces interdites, des espèces d'animaux interdits, et en particulier de tout ce qui est vermine, insectes, etc. On avait parlé des mammifères interdits, du fait que les humains sont toujours interdits, même si ça va, euh, des oiseaux interdits, des poissons interdits, le fait qu'à chaque fois, quand il y a un interdit, quand on mange un kazaït, quand on mange le volume d'une olive, d'ailleurs on en a reparlé ce Shabbat avec des gens à la synagogue, kazaït, c'est le volume d'une olive. Alors oui, il y a des olives de toute taille, mais c'est pas au gramme près. C'est à peu près la Lièvre quantité d'une olive. moyenne. Voilà. Une olive moyenne et à peu près la quantité d'une olive. Donc, et quand tu manges quelque chose qui fait à peu près le volume d'une olive, tu le sais. T'as pas besoin d'être au gramme près. Tu sais à peu près quand tu as mangé un bout de pain qui correspond à une olive ou pas. Peut-être l'exception, parce qu'on en parlait aussi, désolé, je fais une mini parenthèse, l'exception, c'est peut-être la matzah, parce qu'elles sont toutes plates. L'air, pour moi, dans la matzah compte comme la matzah. Mais par contre, oui, il faut vraiment les mettre une par une pour savoir exactement c'est quoi un volume d'une olive. Sinon, tu ne sais pas. Sinon, tu sais pas. C'est juste quand c'est Ouais, plat quand comme t'as la ça. matzah molle, t'as moins ce problème parce que tu Oui, peux la replier sur oui, tout elle-même. à fait, tout Donc à t'as fait. La beaucoup moins matzah molle, c'est ce beaucoup plus problème. facile à estimer, mais la matzah cracker, euh, disons ashkénaze, qu'on a l'habitude d'avoir souvent, c'est plus difficile. Bref, kazaït, c'est une olive. Donc on avait parlé de toutes ces espèces interdites, et celui qui mange un kazaït de ces espèces interdites, il reçoit des coups par le Beddin d'Oraita. On avait parlé du coup alors, sheretz, c'est les vermines. Sheretz Arov, c'était tout ce qui est moustique, abeilles, guêpes, euh, mouches. Ensuite, on avait les Sheretz Haaretz, qui étaient tout ce qui était reptiles, en gros, plus d'autres choses qui sont pas vraiment des reptiles, mais qui sont aussi répugnants, genre le mille-pattes, le scarabée, le scorpion, voilà. On avait vu que pour certaines espèces de reptiles, celles qui sont mentionnées dans la Torah, celui qui mange, la quantité pour être puni est beaucoup plus petite. Donc, c'était Karadasha, c'est le volume d'une lentille. Celui qui mange le volume d'une lentille de ces reptiles-là est déjà puni. On avait vu que le sang est considéré dans ces espèces-là exactement comme la bête elle-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque chose. Et on avait parlé du coup des Sheretz Hamaim, les vermines de l'eau. Euh, on- En y réfléchissant à nouveau, je pense vraiment que c'est une histoire de taille. C'est tout ce qui est tout petit dans l'eau ou tout ce qui est plus très grand dans l'eau, c'est ce ça rentre dans cette catégorie de Sheretz Hamaim. Et du coup, c'est interdit que ça ait des écailles et des nageoires ou pas. C'est pas du tout la discussion. C'est déjà des Sheretz Hamaim. Ouais, je réfléchis à nouveau. Enfin, est-ce que il y a une, est-ce que la sardine est beaucoup plus grosse que la sangsue? Je pense que c'est quand même similaire, hein. Euh, ouais, c'est pas évident encore une fois. Enfin, Il y a des poissons qui sont plus petits encore que les sardines. Par Ah exemple, oui? chez moi, les aquadelles, celles qu'on Oui. mange. mange. Oui. euh, Je ne sais pas comment il s'appelle en Je sais pas français. comment on Je vais appelle ça. contrôler. Est-ce qu'il rentrerait pas alors dans Sheretz Hamaim? Est-ce que Ils ont écailles, des écailles et des nageoires? des écailles de nageoires très, Oui, très mais visibles. ouais. Parce que j'ai l'impression que on rentre dans une autre catégorie où les critères de cache-route des poissons ne sont pas intéressants parce que c'est pas des poissons. Et de l'autre côté, c'est pas une classification Mhm. biologique a priori parce que les crustacés, encore une Non, fois, c'est vrai, c'est vrai. Donc en français, il s'appelle socléoatérine. ah.
J'ai jamais. Comment? J'ai Soclé, Sauclet. Oui. Ah, Jamais entendu parler. d'accord. Ils sont comme ça, hein. Je n'ai Je jamais pense, entendu. en France, on appelle ça la friture. Oui, d'accord. Euh, même en italien, le nom officiel, c'est latterino, mais en général, on les appelle au moins dans la zone de Ferrare, on les appelle aquadelle. Mais, euh, mais de toute façon, même si j'ai entendu des trucs bizarres comme que come si chiama il tacchino, Jenny? La dinde. La dinde ne serait pas cachère pour des raisons débiles de- des Ashkénazim américains, mais je n'ai jamais entendu aucun hypothéser que euh, ils s'appellent comment en français, les artéries, Soclé. les soclés ne sont pas cachères. Ce qui veut dire très peu, mais Ok, attends, on va. Le soclé est un poisson de petite taille dont la dimension maximale atteint rarement 20 centimètres. très rarement. Ok. En général, c'est Non, mais même, plutôt. même 15. Non, même 15. Enfin, Non, en général, Allez, ça c'est doit être 5 4 centimètres. centimètres. 4 5 C'est... centimètres. peut-être, oui. Alors, les 5 les sangsues, grands. les sangsues doivent être plus grandes. Ah, bien sûr que les sangsues sont plus Oui, grands. oui. Ouais. Pas de question sur ça. La question, Ok. si c'est un critère suffisant pour le classifier dans la catégorie de Charles-Samaï. Non, parce que justement, les sangsues sont clairement dans Sheret Samaïm. Oui, absolument. Et si on dit que c'est juste un critère de taille, alors il faudrait dire que le soclé aussi, ouais, ce qui a moyennement du sens. Ce qui est pas, Mais les enfin, sanctions, elles n'ont pas d'écailles ni de nez. Enfin, peut-être. non, mais justement, c'est plus la même catégorie. C'est plus un poisson. Ah, Les d'accord. poissons, ils sont décidés par les écailles et les nageoires. Les Et donc, sangsues, comment tu sais que la sangsue est dans l'autre catégorie? parce que c'est écrit. Parce que, Parfait. parce que, il est où? Il était là. Elou Habberiot. Voilà. Elou Habberiot Haketanot. Voici les petites créatures, Kemo Hatolaim Ve'Ha'aluka Shebamaim, comme les vers et les sangsues qui sont dans l'eau. Ok. Et ça, c'était la définition de Sheret Samaim, donc les vermines de l'eau. Oui, il faut Ok. vérifier si la taille est suffisante pour la catégorie. Faut Ben, vérifier. on va pas reprendre toute la conversation de la semaine dernière, du coup. Non, C'est juste non, que, c'est juste que je me suis pendant la dit que ça semaine. pouvait marcher, mais effectivement, vous avez répondu avec un exemple, un contre-exemple euh, enfin, convaincant, quoi. Ouais. Ok, donc je sais toujours pas exactement, ça reste difficile de définir exactement c'est quoi cette catégorie de Sheret Samaïm. Mais bon, de la même façon que Sheret Saof, c'était pas évident non plus. Et en fait, tous ces Sheratzim, tous ces vermines, c'est pas clair non plus, parce que on avait par exemple, dans les Sheretz Aretz, on avait la belette, la tortue, le scorpion, le scarabée, c'est vraiment très différent comme taxonomie, c'est des choses, génétiquement, je sais pas s'ils ont grand-chose en commun. Donc, comment on pourrait extrapoler sur une espèce qui est pas mentionnée là-dedans? C'est difficile. Mais bon, on a une idée en tout cas de ce que ça définit. C'est des choses un peu dégueulasses dans les différents mondes. Ok. Ça, c'était Sheretza Maim. Et maintenant, on avait encore une autre catégorie, c'était les grouillants, Remes Haaretz. Donc tout ce qui était bah, les asticots, les vers. J'imagine que les fourmis aussi. Même si ah non, c'est ceux qui venaient ceux qui étaient considérés comme venant d'une reproduction asexuée. Oui, mais même si les vers, c'est asexué? Parce qu'ils ont les deux? Ok, d'accord. Je me rappelle plus si on en avait discuté la semaine dernière. Donc ça, c'est une autre catégorie, le Romes à la res, ceux qui sont, ceux qui grouillent
sur la terre. Tac, tac, tac. Ve'af al pi she'eino parin ve'rabin. Même s'ils ne sont pas nombreux au moment où on les mange, ils restent interdits. Aval hu she'poreh ve'rabim mizachar v'nikeva. Ok. Ok. Ensuite, on avait terminé avec les histoires des fruits. Donc, c'est encore une catégorie différente halakhiquement. C'est pas considérer les mêmes bêtes. C'est donc les insectes qu'on trouve dans les fruits. On avait dit, alors c'était étonnant comment c'était présenté, parce que justement, c'était présenté comme il est, ils sont permis à la condition que ils aient apparu spontanément dans un fruit, qu'il n'en soit pas sorti et qu'il soit apparu après que le fruit soit tombé de l'arbre. C'est-à-dire une fois qu'il a déjà été cueilli, une fois qu'il était déjà séparé de l'arbre. Parce que si il est apparu dans le fruit une fois, alors qu'il était encore attaché à la terre, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit directement, euh, ça veut dire comme disons une carotte qui est dans la terre. S'il y a quelque chose qui est dedans, c'est déjà interdit. Ou une pomme attachée à l'arbre et le verre apparaît dedans, c'est interdit. Par contre, s'il apparaît une fois que le fruit est séparé de la terre, alors là, il est permis. On avait mentionné le fait que donc cette histoire d'apparition spontanée, c'était lié à ce qui apparaissait à l'époque. À l'époque, ils pensaient qu'il y avait des apparitions spontanées, des créations spontanées dans un fruit d'insectes. Et dans la mesure où c'est la loi, ça reste la loi, même si, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qu'à l'époque ils auraient cru qu'il est apparu spontanément dans le fruit, il reste dans cette catégorie-là. Maintenant, la grosse difficulté qu'on a, c'est quel, quel est le cas où on pourrait trouver quelque chose dans le fruit et avoir la certitude qu'il est apparu alors que le fruit était déjà détaché de l'arbre. Donc je mange une pomme, je trouve un verre, le verre que je trouve, c'est sûr qu'il est apparu. Enfin, en fait, j'ai aucune idée si le verre il est apparu une fois que la pomme elle était détachée ou avant qu'elle soit détachée. Et je me demande comment eux, ils pouvaient le savoir aussi. Comment ils auraient pu savoir à l'époque la différence? Bah, c'est ça qui est bizarre, c'est que même pour l'époque, je vois pas c'est quoi le cas qui peut se passer. Parce que en plus, c'est pas comme d'habitude, enfin, c'est pas comme les cas en général où la chazaka, la présomption, elle est que les choses sont permises et que du coup, l'insecte, il a dû arriver au moment où il était déjà détaché du sol. Ouais. La halakha, elle est, on a vu, im safek, si je ne sais pas à quel moment est apparu l'insecte, c'est assourd. C'est ce qui est assez logique parce que l'insecte, il est resté plus longtemps sur l'arbre que pas dans l'arbre, donc probablement c'est à ce moment-là, c'est quand il était déjà encore sur l'arbre qu'il est arrivé. Mais du coup, ouais, la question, elle reste entière. On n'a pas de cas où on saurait absolument que l'insecte est apparu et qu'il est cachère. Les seules Ça veut exceptions. dire que peut-être Pardon. que il le mangeait, peut-être qu'il mangeait le fruit dès qu'il le cueillait, dès qu'il le Oui, mais du mangeait, coup, je sais pas. oui, disons qu'il faisait ça. S'il le mangeait, il le mangeait direct et qu'il trouve quelque chose, bah, c'est sûr que c'est interdit. Il y a même pas, Voilà. voilà, il y a même pas de question. Mais du coup, il y a la vraie question, c'est dans quel cas c'est permis. Mm. Mhm. Peut-être que c'est pour que tout ça, c'est uniquement pour permettre le fruit qui est resté 12 mois détaché de l'arbre. On a vu que im shaha haperi ahar shene ikar shene masa chodesh ochel belo bedika.
שאין תולעת שבו מתקיימת 12 חודש. Attends une seconde, je traduis juste. Si le fruit, il a attendu après avoir été déraciné, après avoir été séparé de la terre ou de l'arbre 12 mois, on le mange sans le vérifier, parce que le ver qui est dedans, l'insecte qui est dedans, ne survit pas, c'est pas une histoire de survivre, c'est une histoire, il va se désagréger au bout de 12 mois. Et même si c'est pas le cas, c'est une présomption légale. Ça veut dire, j'ai pas besoin de vérifier. Si je trouve un ver dedans qui est entier, alors là, j'ai pas le droit de le manger. Mais si je ne trouve pas, enfin, si je mange une pomme qui a 12 mois, je sais pas si c'est faisable, euh, oui, il y a des pommes conservées, des pommes en conserve peut-être, ou même de la confiture. Non? Oui, De quoi oui, tu ça parles? peut se faire. Aujourd'hui, il y a des grands constructeurs où ils aspergent d'un produit et ils peuvent rester, je ne sais pas, 2 ans. Les pommes, et genre, ils les vendent après. Donc, Asie disait qu'aujourd'hui, dans les trucs industriels, ils aspergent les pommes d'un produit. Je sais pas si vous avez entendu. Non, Ils aspergent les pommes d'un produit et les pommes restent comme. Excusez-moi. Et ils aspergent les pommes d'un produit et les pommes restent comme neuves pendant des mois et des mois. Donc, d'accord. c'est pour ça peut-être qu'on a des pommes toute l'année dans les supermarchés euh, et que rien ne leur arrive. Mais il y a. Mais il y a des techniques un peu plus traditionnelles où même tu mets dans des bocaux en verre Ouais, des fruits et tu mets du sucre dessus et ça ouais, les les conserve conserves. pendant une Oui, les Mm. confitures. Les confitures, les conserves, tous ces Des trucs. confitures. Et les fruits sont entiers, ils sont même pas mixés, ils sont vraiment Ouais. entiers. Les crufitures, tu disais. Oui, oui, j'avais entendu parler de ça. Enfin, le congélateur. La loi, elle n'a pas Mm. changé avec le congélateur, a priori. C'est-à-dire, si la loi, elle est qu'il y a une présomption au bout de 12 mois que le truc, que l'insecte, il est désagrégé, a priori, tu peux manger même après 12 mois en utilisant cette présomption et en faisant pas attention. Encore une fois, si tu croques et que tu trouves un verre, alors là, tu dois l'enlever. Parce que c'est que une question de présomption. Ok, donc donc je disais, peut-être que toute cette histoire qu'il y a des cas où l'insecte il est permis, c'est uniquement pour. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça parce qu'encore ici, encore une fois, ici, on parle du cas où, enfin, la présomption, c'est que l'insecte c'est complètement désagrégé. Donc il y a plus d'insecte. C'est pas que c'est un insecte qui est permis, c'est que l'insecte n'est plus là. Donc je sais pas exactement de quoi la halakha veut parler. Euh, et du D'ailleurs, je me demande pourquoi 12 mois? Enfin, pourquoi pas beaucoup moins? Parce que je pense qu'il n'y a aucune forme de vie qui peut survivre même 6 mois. Même des tardigrades, je suis pas sûre que s'ils n'ont aucune source de nutriments, ils peuvent survivre. Les tardigrades, c'est pas justement quelque chose qui survit pas longtemps du tout? Non, au contraire, c'est les Ah, trucs qu'ils ont pardon. envoyés, les animaux qu'ils ont envoyés dans l'espace et qui survivent. Des, des... Ah, pardon. Euh, Mais tout ça pour dire, la plupart, la grande majorité des animaux, des bêtes, elles durent beaucoup moins non, mais de temps que ça. Donc c'est une pourquoi question de 12 mois, tu vois? décomposition. C'est pas une question de D'accord, vivre. C'est une question de d'accord, d'accord. décomposition. Et j'imagine dans un fruit, si c'est bien isolé et tout ça, il y a pas. Enfin, en 6 mois, tu peux encore trouver des bouts, quoi, j'imagine. D'accord, ok. Et de toute façon, c'est une question de mettre une limite quelque part. S'ils avaient dit Hmm. 6 mois, on aurait posé la question pourquoi 6 mois? A priori, quoi. C'est le principe natata le hashiurim. On met des mesures aux lois. Et du coup, on était arrivé à la conclusion, en gros, que tous les insectes qu'on trouve dans la nourriture sont interdits. Vu qu'on n'arrive pas à trouver le cas où c'est permis, ben, et on arrive un peu à la conclusion que, en pratique, chaque fois qu'on trouve un insecte dans de la nourriture, on n'a pas le droit de le manger. Et du coup, on avait aussi une autre halakha voilà, que j'ai sauté. Kol mine perot shedarkan lehatlia keshen mechubarin lo yochal ad sheyivdok haperim mitocho shema yesh bo tolat.
de cette façon, ainsi, toutes les espèces de fruits qu'on sait euh, qu'elles ont, qu'elles produisent, disons, qu'elles ont l'habitude de produire des insectes quand elles sont attachées, on ne les mange pas avant d'avoir vérifié l'intérieur du fruit, de peur qu'il y ait dedans des insectes. Et donc, tous les produits euh, enfin, tout ce qui est légumes et fruits, ben, on devrait les vérifier. Si on a l'habitude de trouver dedans des insectes. Euh, on s'était posé la question, comment ça se fait que, à travers l'histoire, on n'a pas tellement de sources halachiques sur comment les vérifier? Parce que c'est une vraie question. C'est une question pratique. Comment on fait pour vérifier, je sais pas, de la salade, des artichauts, des choux de Bruxelles, toutes ces choses-là où il y a une grande probabilité, surtout à l'époque où il n'y avait pas de pesticides et tout ça, il y a une grande probabilité qu'on trouve dedans des insectes. C'est quoi les techniques qui sont utilisées pour quand même pouvoir les manger? Et si on ne peut pas les nettoyer complètement, alors pourquoi il n'y a pas une liste de légumes qui sont pas cachers ou quelque chose comme ça? Même si c'est pas dans le Mishneh Torah, mais que des poskim, enfin des chachamim ultérieurs nous donnent leurs constatations, leurs habitudes, ce qui était fait à leur époque. Du coup, chez moi, il avait proposé de regarder dans le Pachad Yitzhak, qui est l'encyclopédie du Talmud, qu'a écrit son aïeul, pour nous donner un peu ce qu'il en dit, ce qu'il dit Oui, sur les Torah. ne dit pas grand-chose. Donc, il est, en général, donc, on critère des indicateurs visuels, spécialement pour le fruit. Et si l'on trouve une sorte de point noir dans un fruit, cela est considéré comme le début de la formation d'un ver. Ah, donc même si ça ressemble pas à un verre, Apparemment, il est nécessaire il n'est pas nécessaire de faire une assumption qu'il y a un ver, mais il est nécessaire d'enlever, de retirer cet endroit spécifique du fruit en creusant dans le fruit. Euh, et après, il donne les critères de Chazaka, de présomption. Et si on vérifie trois fruits ou trois légumes dans un ensemble et qu'on ne trouve pas de verre, on peut présumer que le reste est permis sans vérifier. ce qui est là vraiment un critère, enfin, c'est ce que j'aurais pensé par défaut, parce que c'est dans le Talmud, justement, souvent la chazaka, elle est définie par trois fois d'affilée. Exactement, Ça veut dire exactement. Donc c'est ouais, un échantillon. c'est ça. En gros, c'est la méthode scientifique halachique. Oui. Comment je sais catégoriser le légume ou le produit comme dans cette catégorie des, de ceux qui sont infestés. Je fais une étude scientifique, je regarde, enfin, je fais une étude expérimentale. Je regarde, je fais une expérience pour savoir sur un échantillon si c'est le cas ou pas. Et l'expérience qui est préconisée de façon générale dans la halakha, c'est de regarder trois. Si je prends trois et que trois ils ont, alors il y a une présomption que ça rentre dans la catégorie des aliments infestés. Et inversement, a priori, c'est la même chose. Si je prends un nouveau et que je trouve rien dedans, ça veut dire si maintenant disons, c'est la laitue maintenant, j'ai trouvé trois laitues et trois laitues avaient des bêtes, même une, je pense que ça suffit. Euh, Maintenant, la laitue devient une catégorie qui est considérée infestée pour moi. Mhm. Si j'achète une nouvelle laitue et qu'elle est propre de chez propre, ça suffit pas à casser la présomption. Il faudrait, a priori,
racheter, enfin, retrouver trois laitues d'affilée qui sont propres de chez propre. Et là, je pourrais dire que mes premières laitues, c'était peut-être les anciennes laitues, quelque chose comme ça, et que maintenant peut-être le processus a changé dans la cultivation, et il n'y a plus les insectes sont partis. Mais on avait discuté de ça dans le passé pour même les laitues lavées. Si, Ah si oui, oui, j'achète, bien sûr. si j'achète donc la laitue, de façon générale, ça veut dire, c'est un fait. Je pense que tout le monde aura la même expérience. Si on achète des laitues qui sont pas lavées du tout, on va trouver des bêtes dedans. Il y a besoin de les laver. Maintenant, la question c'est si j'achète la laitue lavée. La laitue lavée, en fait, ça devient un autre produit. Ça devient complètement, c'est comme si c'était une autre espèce, parce qu'il y a eu un processus dessus qui change peut-être la présomption. Et du coup, maintenant, il faut que je refasse l'expérience sur la laitue lavée, pardon, et que je regarde si trois laitues d'affilée sont pleines d'insectes ou pas. Euh, Maintenant, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, non, il n'y a pas d'obligation de faire cette expérience. Ça veut dire, si j'ai aucune expérience avec la laitue et que j'ai jamais entendu, même par personne, qu'il y avait des insectes dedans, j'ai pas d'obligation de vérifier trois laitues pour vérifier s'il y a ou non des insectes dedans. Je la mets dans ma salade et je la mange. Et si un jour je vois des insectes dedans, alors là, je serai obligé de la vérifier. Mais tant que j'ai pas vu des insectes dedans, je suis même pas obligé de la laver. Ça veut rien dire parce que la salade, tout le monde sait qu'il y a des insectes dedans. Mais bon, en vérité, un bon exemple, c'est la salade lavée. La salade lavée, j'ai pas de raison de penser qu'il y a des insectes dedans. Oui, c'est vraiment comme une différente espèce, comme une espèce Et différente. tant que quelqu'un me dit pas, moi j'ai déjà vu des insectes dedans ou j'ai pas une expérience à voir des insectes dans ma laitue lavée, j'ai pas besoin de vérifier trois paquets de laitue lavée pour voir si oui ou non il y a une présomption qu'ils sont cachers ou pas. Enfin, qu'ils sont. Pour moi, de ce que tu m'expliques, j'ai l'impression que c'est mon expérience à moi qui doit être... c'est moi qui dois faire l'expérience parce que tu trouveras toujours des gens qui vont te dire, ah oui, moi, dans le riz, j'ai déjà trouvé... Il y a toujours des gens qui peuvent te dire des choses qui semblent pas très rationnelles et parce qu'ils ont envie de voir des choses Je pense qu'il faut être, que des fois tu peux mettre en doute. je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Ça veut dire, il y a des gens que je sais pas comment, je sais pas si j'ai raison. J'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais, qui peuvent te dire, moi, une fois, j'ai vu un fantôme. Donc, c'est pas pour ça que maintenant, je sais que les fantômes existent. Il y a d'autres gens, non, je sais pas s'il y a des gens que s'ils me disent, j'ai vu un fantôme, je les croirais. Mais, mais je sais pas, il y a des gens que s'ils me disent, la laitue, c'est quelque chose qui est fréquemment infesté, je les croirais plus facilement que d'autres. Et je pense que ça joue. C'est-à-dire, c'est une question de qu'est-ce que toi tu crois, a priori. Et en étant intellectuellement honnête, quoi. Parce que, encore une fois, c'est toi contre toi-même. Il y a pas, on n'a pas tellement un bed-din. Il n'y a pas un bed-din dans ta cuisine qui va dire, ah, t'as pas la laver ta laitue. Euh, donc, a priori, c'est à toi d'être honnête avec toi-même. Bon, après, la question, c'est comment tu généralises ça à des systèmes de cache-route, les restaurants, etc., etc. C'est pas notre sujet. Tous ces trucs-là, ça marche pas trop de toute façon. Euh, Ce sera peut-être le sujet d'un cours une fois qu'on aura fini la halakha dans le Mishneh Torah. Peut-être qu'on reprendra le- l'article de Rahmiel sur les organismes de cache-route. Mais en tout cas, au niveau personnel, je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que toi, honnêtement, tu penses que c'est quelque chose qui risque d'apparaître ou pas? Ouais, j'imagine, oui. J'imagine. J'ai pas de certitude. Mhm. Il y avait,
Une autre chose en regardant ce discours de la Chazaka, Oui. il y a des exceptions qu'il rapporte dans le Parade d'Israël, en général, il y a cette règle de Chazaka que si on contrôle un échantillon de trois fruits ou trois légumes sans verre, on peut manger le reste sans vérifier. Sauf pour les espèces qu'on a une expérience consistante d'infestation, Ah, qui sont connues pour ah, être d'accord. très Oui, infestées. ça a du sens. Ça veut dire je vais Et pour trouver il trois. faut vérifier, le vérifier tous. C'est pas parce que je trouve trois outliers, trois exceptions, Exactement. que ça change. Ouais. En fait, c'est difficile parce que il y a deux systèmes qui rentrent un peu en conflit, pas forcément en conflit, mais qui sont en concurrence. Oui, Et on dirait que il y a le système de la chazaka légale, qui est trois fois, et c'est tout. Qui est, qui semble, enfin, qui est ce que la halakha, elle mentionne en général, enfin, le Talmud mentionne en général, et c'est tout. Et de l'autre côté, il y a l'expérience humaine, disons. C'est-à-dire ce que, disons la bonne foi. C'est-à-dire ce que je pense que, ce qui est probable qui apparaisse ou pas. Et est-ce que c'est vraiment trois qui est important ou est-ce que c'est vraiment ma bonne foi qui est importante? Est-ce que si moi j'ai un autre critère de vérification, c'est plus important que ces trois fois? C'est difficile à dire parce que en plus, la halakha ici, elle parle pas clairement de trois fois. C'est le Pachad Yitzhak qui est un peu mechadesh parce que, enfin, c'est pas un énorme pridouche parce que la halakha, elle parle, le Talmud parle lui-même de vérifier trois fois, mais de l'autre côté, c'est pas évident. mhm. Et Euh, rapporte exemple qu'on avait discuté avant des endives. Je crois que c'est les endives, c'est pas certain. Qu'en italien, ça s'appelle indivia, aujourd'hui aussi, euh, et qui en hébreu s'appelle ondichin, et qui apparemment son temps dans son lieu, il contenait souvent des petits vers fins, très petits. Et donc, il rapporte qu'il y avait un coutume à Ferrare, où il habitait, que le coutume était de ne les pas manger sans, de ne pas le manger sans une vérification très minutieuse, et il décrit assez spécifiquement cet aspect à la lumière soit d'une bougie, soit du soleil, pour retirer les les vers de tâches. feuilles. Oui, exactement. C'est-à-dire, Et ils vérifiaient chaque feuille une par une. oui, Et ils- pour ce légume spécifique Oui, qui était très infesté apparemment. d'accord. Et, il fait un exemple similaire pour un type spécifique de champignons, les spongignoli. Je ne sais pas, même en italien courant, ce n'est plus utilisé à ma connaissance. Mhm. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait à l'esprit. Et, et une question sur les olives, qui apparemment, c'était plus fréquent à l'époque qu'aujourd'hui, même si tu as dit qu'il y a des cas aujourd'hui aussi, qu'elles étaient infestées. Et donc, il rapporte aussi qu'il y avait une proclamation chaque année dans les trois synagogues de Ferrare, la spagnola, la tedesca et la italiana, pour rappeler de vérifier l'intérieur des olives, tant le noir que le vert. C'est explicite, tant le noir que le vert, D'accord, car la présence des verts y était fréquente. d'accord. C'est c'est intéressant du point de vue historique. Oui, mais pas besoin de mentionner qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire parce que c'est très rare de trouver. Absolument, absolument, absolument. Mais c'est Ouais. intéressant du point de vue historique. Oui, oui, oui. Apparemment, il y avait un décret local de faire une proclamation chaque année. Je ne sais pas quand, quand dans l'année, mais une fois par an de contrôler. D'accord. Il faudra que je retrouve, mais j'ai ce souvenir que l'endive, en tout cas ce qu'on appelle en français l'endive, Oui, Euh, et comme elle est mangée aujourd'hui, c'est un oui. processus complètement nouveau de production où les racines sont dans le sol, mais la tête d'endive n'est pas dans le sol et elle est complètement protégée
et elle est complètement, elle est dans une genre de serre ou quelque chose comme ça qui est. C'est pas ça? Voilà, dans une cave. D'accord, donc c'est ça, ça revenait à peu près au même. C'est que la racine elle-même sort du sol et l'endive elle pousse, la racine est mise. Ah! Ah! Ça veut dire on la détache du sol? D'accord, pardon, excusez-moi. Voilà. La racine est détachée du sol, détachée de la terre. On la met dans une cave et elle grandit dans la cave sans terre. Donc il y a jamais de bêtes ou de terre qui rentrent dedans. Donc elles sont absolument propres. Ça, enfin, c'est un processus assez récent. C'était pas comme ça il y a des années. Ah, et apparemment, ça a été trouvé parce qu'il y a quelqu'un qui voulait pas payer ses impôts, donc il les a fait pousser en cachette, et c'est comme ça qu'il a remarqué que ça pouvait pousser en dehors de la terre. Encore une victoire du capitalisme. Ok, ok. Juste, je voulais revenir sur ce que tu avais dit au tout début du Paradis-Rak. Euh, Moi, cette histoire de dès qu'on voit un point, il faut l'enlever, je suis pas d'accord. Je pense pas que y a pas j'ai pas une présomption que chaque fois que je vois un petit bout une couleur différente sur une feuille, je dois penser au pire et penser que c'est forcément une bête, malgré, enfin, s'il n'a pas la forme d'une bête. Si ça a la forme d'une bête avec des caractéristiques d'insectes, alors oui, évidemment, il y a une présomption que c'est une bête. Il n'y a pas de raison de penser que c'est pas une bête. Mais si c'est juste une tache, je sais pas, sur des feuilles de laitue ou sur des feuilles de persil. Mhm. Des fois, c'est fréquent qu'il y a des petites taches un peu plus foncées, un peu plus claires, enfin, qui apparaissent. Et c'est juste que la feuille, elle meurt petit à petit, qu'elle se désagrège, etc. Je, je, je pense, enfin, je pense que c'est une position qui est pas absurde. Je trouve pas ça absurde, mais je trouve pas ça nécessaire de prendre cette position, de prendre cette présomption que c'est forcément interdit. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais. Oui, Euh, ok. Pour résumer ces histoires d'insectes, parce qu'on a pris plus de temps que ce que je pensais, euh, les insectes qu'on trouve dans les fruits et légumes sont interdits. Les fruits et légumes dont on a l'habitude qu'ils aient des bêtes dedans doivent être vérifiés. Euh, ou nettoyer de sorte que on sait qu'on ne retrouvera pas des insectes dedans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a l'habitude qu'il y ait des insectes dedans? C'est qu'on a vu, je pense que cette métrique, alors encore une fois, c'est pas clair dans le Mishneh Torah, mais je pense qu'on peut utiliser cette métrique du Pachad Yitzhak, qui est que on voit trois fois, on cherche trois fois et on trouve trois fois d'affilée des bêtes dedans. Évidemment, si c'est une espèce où vraiment c'est infesté, et ça grouille et on a l'habitude de tout le temps de les voir sans même avoir besoin de regarder, alors il faudra toujours regarder, même si de temps en temps on en trouve 100. Je pense que ça a absolument du sens. Et voilà, je pense que déjà on a une métrique assez pratique, assez utile et qui a du sens qui a du sens halakhiquement. Maintenant, euh, pour les vérifier, une fois qu'on a dit qu'il faut les vérifier, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? Alors, soit on les prend feuille par feuille ou fruit par fruit, on les coupe en morceaux, c'est-à-dire disons qu'on a une pomme et on croit que on a l'habitude que dans chaque pomme qu'on prend, il y a un verre. Alors, la pomme, faudra la couper en morceaux et vérifier qu'il y a de verre nulle part. Si
On prend une laitue, par exemple. Alors, soit on la regarde feuille par feuille, comme il disait le Pachad Yitzhak, et on regarde que sur chaque feuille, à la lumière, il n'y a rien. Ou alors, on la lave bien. Et là, on a regardé rapidement l'autre jour bon, je m'étais aidé surtout de ChatGPT pour regarder dans la recherche scientifique comment on fait pour laver correctement les fruits et légumes. Ce qui est utilisé au niveau industriel, c'est les bacs à ultrasons. Ce qui semble assez Il y avait un extrême. centre spécialisé à Gush Katif avant l'expulsion des Juifs. Ah bon? Des légumes sans tolaïm. Il y avait des serres spécialisées très avancées. D'accord. Donc, on cultivait, hein. Donc c'est une autre façon. Ça, c'est la façon une fois avant même qu'il arrive dans notre, Avant même qu'il arrive, exactement. avant même qu'il soit récolté, il y avait déjà on l'avait déjà vérifié si on veut. On n'avait pas besoin de le vérifier parce que Exactement, il oui. était déjà propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive dans mon assiette ou dans ma cuisine et il n'est pas vérifié, il a probablement des insectes. Alors, la meilleure façon, a priori, qui marche dans quasiment tous les cas, c'est un bac à ultrasons. Euh, Ça a l'air extrême, mais j'avais regardé sur Amazon, non, je vais pas les regarder maintenant, mais j'avais regardé rapidement, ça coûte une quarantaine d'euros. Finalement, pourquoi pas? Ça a l'air simple, pas de prise de tête. Je le branche, je mets de l'eau dedans, je mets ma laitue dedans, 10 minutes, et Shalom à Israël, je ferme les yeux, et je vide l'eau, et c'est bon. Pourquoi pas? Franchement, je crois que c'est pas absurde du tout, et je pense que on va investir dans un petit bac à ultrasons. Sinon, il y a d'autres méthodes qui sont un peu moins efficaces qui marche selon les études entre 70 et 90%. Je vais C'est un retrouver. résumé des études. Oui, Euh, on peut le oui, publier sur le groupe, c'est intéressant. C'est- je l'avais mis. Je leak les conversations. Attends, c'était où? Non, c'était peut-être dans le shitpost. Voilà. Ça donne envie, hein. Il y a les photos avant, après, Ah bon, t'as vu? ça a J'ai l'air pas regardé. facile. J'ai pas regardé. Voilà le résumé de ChatGPT des études sur le sujet. Donc, la meilleure solution, le ultrasonic bath, le bain à ultrasons, qui enlève 95% des bêtes et des bactéries. Donc, même pour ceux qui sont en faible santé, qui ont des problèmes immunitaires et tout ça, c'est aussi une très bonne idée. Ensuite, deuxième niveau d'efficacité, le bicarbonate de soude, qui enlève une bonne partie quand même. Very Mhm. effective, apparemment, very effective for small insects. C'est le même principe de la pression osmotique comme le sel, ou c'est un principe différent? J'ai, je ne sais pas. Non, c'est Ah, une ok, question non, non, de. c'est pas. Non, non, c'est une base. C'est une base. C'est Oui, une base. Donc, mais on peut avoir le même effet. Donc, comme les bases fortes et les acides, on l'appelle en français, et mhm. les acides très forts Oui. ont le même effet, même si l'on les pH opposés. Oui. Oui, non, je pense que Oui, mais le sel, c'est pas une question de acide et base. C'est le même effet que le vinaigre, si on veut. Ah, d'accord, d'accord. C'est le même effet que le vinaigre. D'accord, oui, oui, je comprends. Le Et sel, c'est la plus pression fort que osmotique. l'effet du vinaigre, Pardon? apparemment. Et c'est plus Ouais. fort que l'effet du vinaigre. Je crois j'imagine que c'est parce que le baking soda est plus basique que le vinaigre est Que acide. le vinaigre acide, oui. Oui, oui, J'imagine. Mais je ne sais Non, pas. c'est probable, hein. Et oui, effectivement, et ensuite, après le bicarbonate de soude, euh, le salt soak, donc un bain dans du sel, qui pour le coup, c'est la méthode la moins dommageable pour la nourriture. Parce que les deux autres versions, elles peuvent faire une réaction.
avec les aliments. Là où le sel, a priori, bah, à part si c'est des fruits, ce qui serait quand même embêtant, ça va. Mais du coup, le sel aussi, c'est efficace, mais moins. Euh, En théorie, on aimerait une méthode qui enlève 100%, parce qu'on ne veut pas en manger même un seul. Maintenant, euh, que veulent dire exactement ces pourcentages? Est-ce que ils regardent les insectes microscopiques? Est-ce que ça prend en compte des insectes qui ne seraient pas considérés problématiques al pi halakha? Mhm. J'ai pas de conclusion claire. Je pense que En tout cas, bon, pour moi, celui qui utilise le bain à ultrasons, c'est sûr que je vois pas le problème qu'il pourrait y avoir. Je pense que même les choux de Bruxelles, qui sont connus pour être très difficiles à nettoyer, euh, je pense que ce serait mal, enfin, permis. Euh, voilà, Calva-Chomer a fortiori quelque chose de plus simple comme de la laitue. Mais à mon avis, quelqu'un qui utilise ces trois autres méthodes, donc le baking soda, le bicarbonate de soude ou du vinaigre ou du sel, j'ai du mal à dire, enfin, je pense que les insectes qui sont assez gros pour être interdits partent. Enfin, la vérité, ce serait bien de faire l'expérience sur des trucs très difficiles et de les regarder feuille par feuille et tout ça. Entre-temps, je pense qu'une de ces trois méthodes fonctionne. Je sais pas ce que... Ouais. Pour les choux de Bruxelles, on peut pas juste prendre trois, voir s'il y en a pas, il y a pas de bête dans les trois. Et J'ai entendu qu'il y en a tout le temps. J'ai entendu il y en a tout le temps et que c'est très dur à enlever. c'est très dur à nettoyer parce qu'il faut enlever les peaux, les feuilles, elles sont très très collées les unes aux autres. Oui, Donc pour les enlever, tu passes beaucoup beaucoup de temps. Et si tu enlèves tout, ben ça a plus la forme d'un chou de Bruxelles en fait. et ça perd tout son intérêt. Ça perd tout son intérêt. Écoute, si tu veux faire l'expérience une fois, peut-être je ferai moi l'expérience une fois. Mais si Alors, entre... moi, je l'ai fait, je les ai Oui. nettoyés, mais pas complètement jusqu'au bout, mais j'en ai nettoyé une tonne quand j'étais en Angleterre, parce que c'est un des aliments qui sont bons aussi en Angleterre, Ah, incroyable. wow. Et, et j'en ai pas trouvé une seule. J'ai pas trouvé une seule bête. J'ai trouvé de la Ah, terre, mais j'ai pas trouvé une seule bête. moi ça me suffit. Vraiment, ça me suffit parce que j'ai pas de contre, enfin, j'ai pas de preuve il y a beaucoup de bêtes dedans. J'ai toujours entendu que c'était difficile à vérifier. Enfin, ça se trouve, il n'y a pas tellement de bêtes. Et du coup, il n'y a pas de Ils problème. sont dans des sachets plastiques. Enfin, c'est pas du vrac, c'est des sachets en Ouais. plastique où il y a Ben, que des choses. c'est-à-dire, tu penses que ce serait différent pour des choux de Bruxelles au marché? Peut-être, potentiellement, c'est ça que je dis. Mais de l'autre Je côté, sais pas. ils sont tellement durs. Ouais, tu crois qu'ils étaient lavés en fait? Non, parce qu'il y avait de la terre dedans, dans les feuilles externes. Mais il n'y avait pas Ah, une seule bête. ah. Il y avait de la terre, mais pas de bêtes. Intéressant. Mais parce que le problème, ce qu'on pourrait te dire, mais effectivement, je pense pas que ce soit un très bon argument, on pourrait te dire que la terre que tu croyais, qu'il y en a certains, c'était des bêtes. Ah, si c'était des formations de bêtes, comme ce que disait Shemuel, effectivement, ça, je peux pas le dire. Mais encore, enfin, moi, je reprends cet argument que il n'y a pas de raison de penser que c'est une bête. J'ai pas de raison a priori de partir du principe que ce que je ne vois pas qui est une bête est une bête. C'est comme si je prenais une myrtille et je Mhm. disais, est-ce que tu as vérifié que la myrtille n'est pas elle-même un insecte? Pour le coup, elle est noire. Voilà, a priori, j'ai pas besoin de craindre ce genre de choses. Ok, très bien. On est en retard. Je pensais pas que on allait discuter autant. Enfin, si, je pensais qu'on allait discuter Bah, pour autant. le Mais... coup, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples concrets, pour le coup. Ouais. Enfin, c'est plus concret que d'autres à la fois. Est-ce On est-ce a qu'on a souvent le cas.
Est-ce qu'on a donné des instructions claires? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un guide bien défini pour manger des légumes et des fruits? Est-ce qu'on a raté des exemples aussi? Avis? Alors moi, c'est les brocolis. Ouais? Les brocolis qui ne sont pas surgelés. Quand tu achètes des brocolis frais, est-ce que tu te mets à ouvrir les branches une à une pour voir si entre les branches, enfin pas ouvrir, sont déjà ouvertes, mais est-ce que tu vérifies entre toutes les branches que tu n'as pas des bêtes ou est-ce que tu te contentes de mettre dans l'eau? Tu mets dans le sel, tu en vérifies trois. Moi, les brocolis non plus, j'ai jamais eu de M- vraies bêtes, mais parce que je les mets dans l'eau avant. Je Moi, les je mets te dans dis, l'eau, le sel. dans les brocolis, t'as eu des bêtes? Moi, je te dirais que dans la mesure où on a dit qu'a priori, le bain de sel ou le bain de bicarbonate de soude ou le bain de vinaigre sont des méthodes efficaces, si j'ai pas une expérience où je vois qu'il y a des bêtes qui sont restées après coup, je pars de la présomption que ces trois méthodes ont cachérisé. Je pars de la présomption que après avoir fait ça, j'ai même pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Si par contre, encore une fois, un jour je trouve des bêtes, alors là, je vais commencer à vérifier. Mais a Mhm. priori, pour, m- pour moi, la façon enfin, qu'on traite la chose, c'est que maintenant que j'ai des méthodes qui sont considérées efficaces, je pars de la présomption à changer. Si j'ai nettoyé, la présomption est que c'est propre. Jusqu'à Alors, preuve je pense du, que cette règle, elle fonctionne partout. Je vois pas pourquoi ça changerait. jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à que je tombe sur... je fais ça sur du persil et je vois après sur ma feuille de persil une bête qui est restée. Ok. Ouais, je pense que ouais, on a un truc général assez clair, quoi. On a voilà, le principe de base. Je vais résumer en 2 minutes. Si j'ai aucune raison, si je connais pas le fruit, ou j'ai aucune raison de penser qu'il y a des bêtes dedans, je le mange. Ou je le mange, ouais. Si je tombe sur une bête, ou si on me dit qu'il y a souvent des bêtes là-dedans, et que ça semble crédible, alors euh, soit je fais ma propre expérience et je regarde si effectivement il y a des bêtes dedans, soit je pars du principe qu'ils ont raison, et encore une fois, là j'ai deux possibilités. Première possibilité, je vérifie feuille par feuille, à la lumière, et j'enlève ce qui ne va pas. Deuxième possibilité, je fais une des méthodes de nettoyage. Donc, soit dans un bain de sel, et je mélange un peu, soit dans un bain avec du bicarbonate de soude, et j'attends, soit dans un bain avec du vinaigre, et j'attends, ou encore mieux, la meilleure solution, dans un bain à ultrasons. Je laisse un peu donc, dans toutes ces solutions, je laisse entre 5 et 10 minutes. Je nettoie l'eau, je vide l'eau, je les sèche, et là, je peux les manger. Jusqu'à que je tombe à nouveau sur une petite bête dans ces cas-là. Et là, ben, il n'y a plus de solution, faudra vérifier feuille par feuille. OK? OK, maintenant qu'on a fait la partie pratique, on finit le Pérec avec des cas euh, un peu plus théoriques, ouais. Alors, Sheratim Amutarim. Maintenant, on va parler des vermines permises. וכן המים שבכלים שהשריצו. הרי אותן שרצים מותרים לשתותן עם המים. Ainsi, l'eau dans les ustensiles qui se sont verminisés, où il y a des vermines qui sont rentrées dedans. En gros, on a des micro-organismes, des petits insectes, des trucs comme ça, qui sont dans l'eau que j'ai... Enfin, on va parler exactement de quel cas on parle. Euh, הרי אותן שרצים En italiano on מותרים. dit simplement ha fatto i vermi, ha fait le vermin, le ver. Ah, en français, on n'a C'est pas.
Non, non, je sais, mais On n'a pas autant de... c'est plus immédiat. Ouais, qui s'est verminisé, ouais. Reotan sheratzim mutarin ishtatan imamayim. On a le droit de boire ces petits insectes, ces petites vermines, avec l'eau. Évidemment, j'ai pas le droit de les sortir de l'eau et de les boire tout seul, mais si je bois avec l'eau, j'ai le droit. שנאמר כל אשר לא סנפיר וכסכתים במים בימים ובנחלים אותם תאכלו כלומר במים בימים ובנחלים הוא שאתה אוכל את שיש לו ואין אתה אוכל את שאין לו אבל בכלים בין שיש לו בין שאין לו מותר. Alors je traduis pas à nouveau mot à mot parce que c'est un peu long, mais en gros on fait une distinction dans la Torah, enfin, les Chachamim extraient une distinction du langage de la Torah, que c'est uniquement, en gros, bon, dans les mers, dans les eaux et dans les fleuves, que il faut que les poissons aient des écailles et des nageoires. Mais si c'est dans un ustensile, c'est dans une cruche, dans un verre, des choses comme ça, qu'ils aient des écailles et des nageoires ou non, ils sont permis. Alors évidemment, ça marche pas si je vais à la mer et que je prends une marmite et je récupère une dorade avec, pas une dorade, une crevette avec, bah tout d'un coup la crevette devient pas cachère. Désolé Sandra. Mais on parle de quoi? Donc on parle on va rentrer dans les détails. Sheretz hamim anivra bashihin uva borot uva me'arot. הואיל ואינן מים נובעים, והריהן עצורין, הריהן כמים שבכלים ומותר. Les vermines les vermines de l'eau, qui sont créées c'est quoi shihin? Dans les tranchées, ou vaborot dans les puits, ou bamarot dans les caves, dans les grottes. Ho'il ve'enan ma'im nov'im, puisque c'est pas de l'eau qui coule, ve'harehen asurin, c'est de l'eau euh, ouais, qui est contenue, qui ne coule pas. Harehen kam ma'im shebakelim, c'est comme de l'eau qui est dans un ustensile, ou mutar, et c'est permis. Veshohe, veshote, ve'eno nimna. Et du coup, dans ces cas-là, dans une grotte, dans une tranchée, dans un puits, on peut se pencher directement dans l'eau et boire, et il n'y a aucun problème, on ne s'empêche pas. Ve'afalpi shebolea bishat shetia, me'otan hasheratzim haddakim, malgré le fait qu'au moment où on va boire, on va aussi avaler ces petites créatures. Euh, du coup, sous-entendu que si je vais dans un ruisseau, je vais en randonnée, et je tombe sur un ruisseau, et dans ce ruisseau, bah, il risque d'y avoir des parasites, des trucs comme ça, bah, je me penche pas et je bois. Et- Ce qui est une bonne idée, parce qu'apparemment, c'est très dangereux. Apparemment, il y a souvent des gens qui attrapent des grosses maladies en buvant de l'eau comme ça, naturelle, en randonnée, etc. Euh, la halakha, elle est qu'on n'a pas le droit de boire ces choses. Bamei devarim amurim, shelo pershu mimekom briatan. De quoi parle-t-on? Ces vermines, elles n'ont pas été séparées de là où elles sont nées, où elles ont été créées. C'est-à-dire, si je suis dans la grotte et que je prends un verre, et que, a priori, si je reste dans la grotte, ça va encore, mais si je sors de la grotte, j'ai plus le droit de boire cette eau. Aval im peresh hasheretz, si la vermine, elle a été séparée de là où elle a été conçue, af al pi shehazar letoch hakeli ou letoch habor, même si je l'ai retournée dans l'ustensile où elle était ou dans le puits où elle était, assour. Ça ressemble un peu au cas qu'on avait vu avec la pomme ou avec les fruits. Une fois qu'il est sorti de là où il a été créé, où il était permis, s'il y retourne, ça y est, c'est trop tard. Peresh les Dauphnés et Havit. J'ai pas compris. Désolée, un petit récapitulatif parce que j'ai pas compris. Mais le problème, c'est que c'est pas exactement de quoi on parle. Euh, T'as des petits parasites qui sont visibles des fois dans l'eau.
Mm. Euh, dans un puits, ça peut arriver que tu en aies. Mm. Si tu puises de l'eau et que... Non, si tu vas dans le puits, si tu tombes dans le puits et que tu bois cette eau, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu puises l'eau complètement et qu'elle est maintenant complètement sortie du puits et qu'elle est dans ton verre ou dans ton tonneau, So, dans ton seau, euh, c'est interdit. mais Et c'est la même même, eau. c'est pas l'eau le problème, c'est les parasites. Mais oui. Et Oui, si mais pourquoi tu pouvais les boire dans le puits sans avoir filtré l'eau? c'est une autorisation à l'Afrique, il n'y a pas tellement à chercher la logique ou quoi que ce soit. La halakha, elle te permet, quand ils sont encore là où ils sont nés, là où ils ont été créés, mais si tu les sors de là où ils ont été créés, t'as plus le droit. C'est une question de physique, ça veut dire que en général, vu que c'est moins dense que l'eau, ça va au-dessus, et du coup, si tu bois de l'eau quand tu es dedans, c'est plus statistiquement possible que l'eau, elle soit propre. C'est bizarre quand même, non? Aucune idée. Ok, Je sais pas, bizarre. ils donnent pas leur raison quand ils légifèrent. C'est possible que ça n'ait aucun sens aujourd'hui, que ça vienne d'une logique complètement désuète. La loi reste. Tant qu'on n'a pas un nouveau Sanhedrin, la loi reste et c'est comme ça. Euh, ouais, j'ai pas d'explication à offrir parce que je vois pas de logique possible, honnêtement. En fait, j'avais compris ce que tu avais dit, mais j'avais pas compris la logique, mais en fait, je crois qu'il y en a. Oh, moi non plus. Donc, Pérez les Dauphinés à Havit. Par contre, si donc les petites bêtes, elles se sont collées aux parois d'un tonneau, Vehazar venafa le Hamaim, et ensuite ils sont retombés dans l'eau qui était dans le tonneau, au le Hashera ou dans l'alcool, Moutar, c'est permis, parce qu'ils sont restés dans le tonneau. En vrai, on parle encore une fois, de croyances un peu bizarres où tu, quand tu amènes l'eau, elle est propre, et spontanément, il y a une génération d'insectes. Donc nous, on saurait qu'ils sont aussi venus d'ailleurs, que si l'eau, ou soit l'eau elle était déjà sale, et que du coup les insectes sont pas nés dedans, il y avait déjà des insectes quand tu as amené l'eau, soit ils sont venus d'en haut pour qu'il y ait des insectes dedans. Il y a pas de génération spontanée d'insectes dans l'eau. Ça marche pas comme ça, la biologie. L'eau, c'est juste un minéral, il y a rien d'animal dedans. Donc, on est encore dans une abstraction, soit quelque chose qu'ils pensaient vraiment à l'époque, soit quelque chose qui semblait être vrai, mais que les Chachamim ne pensaient pas vraiment, mais ça leur changeait pas grand-chose. Euh, que ça semblait que c'était des créatures de l'eau. C'est des choses qui étaient créées par l'eau, et que du coup, comme c'était créé par l'eau, bah, ça devait être cachère, vu que l'eau est cachère. Mais une fois que ça sortait de l'eau, alors peut-être la logique, c'est que là, à ce moment-là, on pouvait se poser la question si c'était vraiment des choses qui venaient de l'eau ou qui venaient d'ailleurs. Mais, mais, mais si ça restait contenu dans l'eau et qu'il y a rien qui sortait et rien qui entrait, alors là, à ce moment-là, on gardait la présomption que c'était toujours de l'eau. Peut-être c'est ça la logique. Mais en tout cas, ce Je fais de qui... la spéléologie dans une grotte, d'accord? Il y Ouais, a de l'eau. ouais. La porte de la grotte, elle s'effondre et je reste bloquée dans la grotte. Bon, comment je vais respirer, c'est une autre question, mais on va dire je reste bloquée dans la grotte. Je peux pas prendre un récipient quelconque et pour survivre, le mettre dans l'eau pour boire l'eau. Ça, c'est l'eau, cette eau-là, elle est interdite. Je dois boire directement l'eau qui est dans la grotte. Je suis pas sûr. Ça veut dire, si Ok. tu le sors de la grotte, c'est sûr que c'est interdit. Si tu le laisses dans la grotte, ça veut dire si tu le mets dans ton verre et que tu le bois alors que tu es encore dans la grotte, j'ai l'impression que c'est considéré que tu es toujours dans l'endroit, que les bêtes sont pas sorties de leur endroit de création. Parce que l'endroit de la création, où elles ont été créées, où elles ont été générées, c'est la grotte.
Mais Ah, non, d'accord. Moi, j'avais compris que c'était l'eau elle-même non, non, parce qui que est l'endroit regarde, de génération. justement, c'est pour ça qu'il donne, je suis pas allé jusqu'au bout de cette halakha, mais c'est pour ça qu'il donne cet exemple-là. Ils disent, si ça a touché les bords du tonneau, mais que c'était plus dans l'eau. Donc, tu avais un tonneau d'eau. Tu as des bêtes qui sont collées aux parois du tonneau d'eau et qui s'étaient plus dans l'eau, et après qui sont retournées dans l'eau. Tu as le droit de boire l'eau avec les petites bêtes, parce qu'elles sont restées dans le tonneau. C'est une fois qu'elles sortent du tonneau que ça y est, elles peuvent plus retourner. OK? Ok. Par contre, il faut faire attention avec les grottes, parce qu'il faut être sûr que l'eau, elle n'est pas connectée à une autre source d'eau. Parce que du coup, ça devient plus un Keli. On avait vu, c'est uniquement parce que, oui, ve'enan ma'im novaim, c'est pas de l'eau qui coule, ve'arean, son contenu, que c'est considéré comme un Keli, comme un ustensile. Mais si il y a, en réalité, tu le vois pas, mais il y a un courant, là, c'est interdit. Ouais. Pérez et devenir hein, au lieu de Hashira, Moutar, ça on a vu. Donc si quand ça va sur les côtés et que ça retombe, c'est permis. Vechen, im Pérez et devenir à bord, au Hameara, si si les bêtes se sont séparées et sont allées sur les parois du puits ou les parois de la grotte, Vechazar Lamaim, et ils sont retombés dans l'eau, Moutar, c'est permis. Parce qu'ils sont pas sortis de l'endroit où ils ont été euh, générés. Ok? המסנן את היין או את החומץ או את השיכר. Ah, pardon. Je voulais faire un commentaire du Macbili avant ça, parce Mhm. que c'est très intéressant. On revient aux histoires de fruits. On revient aux histoires de fruits, et en fait, il cite une tchouva du Rambam. Donc, on parlait dans la halacha Tetvav. Je suis désolé, il est déjà tard. Comme il est période d'Arkan le Hetlia, Keshen Mehubarin lo yochal ad sheivdok aperi. Voilà, on avait dit que si un fruit il reste 12 mois déraciné, détaché de l'arbre, on a le droit de manger parce qu'on considère que les bêtes se sont désagrégées, ne sont pas mitkayemet. Voilà, Elan irkevet vehare. Donc le Makbili dit, elles ont pourri et elles sont devenues comme de la poussière. Ici, Sadik, je sais pas qui c'est chez lui. Euh, pardon. Pirosh Rav Tzadok. Je sais pas qui c'est. ואם יש תולעת, כיוון שנוצרה כשהוא תלוש, היא מותרת. Et si il y a une bête, c'est-à-dire, si on trouve encore une bête, on va partir du principe qu'elle est apparue alors que c'était déjà détaché, et donc elle est permise. Donc on parle de ces fruits qui ont 12 mois, donc finalement, j'avais pas complètement tort. Euh, on parle de ces fruits qui ont 12 mois. Si, s'il y avait un insecte qui était là depuis le début, depuis le moment où on l'a détaché de l'arbre, alors il devient poussière. Et si on trouve quelque chose, c'est il est arrivé après l'avoir détaché, c'est qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et donc qu'il est permis parce qu'il a été généré spontanément après la cueillette. C'est exactement ce que tu avais dit. Et j'avais pas pensé à ce cas où on trouvait quelque chose dedans. Je sais pas. Vénitial Rabbeinu. Et il pose la question, le Rambam, Be'inyan anavim shedarko vehayu bahem tolaim. Il pose la question sur les raisins, parce qu'à l'époque, c'était l'habitude qu'on trouve dedans des insectes. אם היין היוצא מהן מותר, ואיך לנהוג בהם לכתחילה לפני דריכתן. Si le vin qui en sort est permis, et même s'il est permis, est-ce que, a priori, j'ai le droit de le piétiner
sans les vérifier. C'est-à-dire en sachant que dedans, il y aura des insectes. Ve'eshiv, et il répond. צריך לנקות מהם התולעים כפי יכולת. Pardon, il faut en nettoyer les insectes comme il est possible. Donc peut-être que c'est déjà une indication sur comment faire de nos jours. Euh, Hmm. كفي יכולת, ça veut dire on les nettoie comme on peut. Peut-être que ça veut dire que si on n'arrive pas à tout enlever, on peut quand même manger. Oui. Mais aussi, de toute façon, ça va dans les deux côtés parce que c'est aussi plus facile de nettoyer aujourd'hui. Euh, Oui, oui. Aujourd'hui, on peut plus nettoyer, du coup, il y a plus de responsabilités à nettoyer. Exactement, les standards sont plus hauts, Ouais, je crois. En ouais, général, peut-être pas toujours, pas pour, mais, mais on part déjà de niveau de la salade déjà lavée. ouais. Voilà. Alors achetez-vous une machine à ultrasons. ורב- ורבות ראינו שוrin אשקלות הענבים במים עד שיצאו מהם בעלי חיים. Et il y a beaucoup, on a vu beaucoup de gens qui laissaient tremper des grappes de raisin dans l'eau jusqu'à qu'en sortent les insectes. ואם לא עסקן. Donc en gros, il dit, jusque-là, il dit, la bonne façon pour nettoyer les raisins quand ils sont à l'époque où ils étaient remplis de bêtes, c'était de les laisser dans l'eau. Et j'ai l'impression, sous-entendu, une fois que tu as fait ça, c'est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il donne un pass. Alors, ça ne veut pas dire que si tu vois une bête dedans, tu peux la manger, mais ça veut dire que, t'as pas, que ça, c'est la vérification qui est considérée nécessaire pour les raisins à l'époque. V'im lo asaken. Et si tu n'as pas fait ça, Vedarkam kemotchehem, et tu les as piétinés, tu les as pressés, comme ils étaient. Hare hayayin mutar lishtoto lechatchila. T'as le droit de boire le vin qui en est sorti, même a priori. T'as pas, ça veut dire, c'est pas, je sais pas ce que ça veut dire boire Bediavad, mais il n'y a pas de problème de boire le vin qui en est sorti. Les filles chez Dinan benotentam, parce que la règle avec les mélanges, donc le mélange entre le raisin et donc le jus de raisin et les insectes, c'est est-ce qu'ils donnent du coup? Comme on va voir, donc ça c'est entre parenthèses, donc ça doit être Macbili qui rajoute, parce que le vin assour im ta'amom mishtane leshevar piglal atolaim. Donc il serait interdit uniquement s'il changerait de goût de façon améliorative, de façon positive, par l'ajout, par le mélange avec les insectes. ومن يدوع שאין ביין טעם אותם התולעים. Et c'est connu que dans le vin, il n'y a pas le goût d'insecte. Parce que déjà, qui voudrait boire On ça? espère. Oui. ולפיכך מותר לשתותו, et donc c'est permis de les boire. ולעניין חרקים שאין רואים אותם בעין רגיל. Oui, bon, là il rajoute, c'est Rav Kaffer qui rajoute, que tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, tout ce qui est genre bactéries, etc., il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça, c'était pour le vin. Donc, les raisins, il faut les vérifier. Mais celui qui n'a pas vérifié le raisin, il a fait un mélange qui est permis les khatrila. Euh, donc c'est toujours la même histoire avec les histoires de bitoul, avec les histoires d'annulation. On n'a pas le droit, a priori, de rendre quelque chose batel. L'action est interdite. C'est-à-dire de mélanger quelque chose de permis et d'interdit pour en faire quelque chose de permis, c'est interdit de le faire. Mais le résultat est permis. Dans la plupart des cas, enfin, quand le bitoul marche, quand on peut négliger la partie interdite. Et du coup, c'est ce qui se passe ici. On avait le jus de raisin qui est permis, les insectes qui sont interdits. On aurait dû enlever, comme on pouvait, les insectes. Mais maintenant que c'est fait, on a le droit de boire le résultat. Ok, pourquoi je parlais de ça? Parce que là, on parle d'un autre cas plus extrême. המסנן את היין, או את החומץ, או את השיכר, ואכל מן היבחושין או היתושין והתולעת שסינן. Donc, il y a quelqu'un qui filtre du vin.
ou du vinaigre, ou de l'alcool. Et il prend ce qu'il a filtré, il prend ce qui est resté sur les grilles, et il mange ça. Il mange les bêtes, les insectes, les moustiques et les vers qui sont restés coincés sur le filtre. Il y a un autre nom pour le filtre, mais dans ce cas-là, mais je ne me rappelle plus. Il mange ça. Bah, évidemment, loke mishum sheretz hamayim, o sheretz haof, ve sheretz hamayim. Il est tapé, soit parce qu'il a mangé, donc sheretz hamayim, ça va être, disons, les petits crustacés ou les petits insectes qui nagent, qui sont dans l'eau dedans, donc les parasites, disons. Ou alors, c'est-à-dire selon les cas, il y a certains trucs qu'il va manger, ce sera plutôt Sheretz Samaim, ce sera plutôt les parasites de l'eau, du vin. Et d'autres trucs, ça va être plutôt les moustiques, qui sont Sheretz Haof, Ve Sheretz Samaim, qui sont les deux puisqu'ils étaient dans l'eau. Ve'afilu hazru lakeli achar shesinenan, et même s'il les remet dans l'ustensile une fois qu'il les a filtrés, il est quand même condamné, il est quand même, on le tape quand même. Chez Are, Peshu Mimekom Briatan, parce qu'ils sont sortis de là où ils ont été créés. Aval Imlosinen, mais s'il les a jamais filtrés, Shote Venonimna. Kemo chez Perachnou, il peut boire et il ne s'empêche pas, comme on a expliqué, parce qu'ils sont toujours là où ils ont été créés. Ok. Je fais rapidement. Donc, dans tous les cas, dans ce pérec, à part pour les reptiles, on avait dit que c'est comme une lentille. Tous les autres cas où on mangeait quelque chose d'interdit, on était puni à partir de du volume d'une olive. Euh, Celui qui mange un kazaït d'une créature grande. Donc, par exemple, un lézard. Un crocodile, voilà. Un crocodile, c'est très grand. Tu manges le volume d'une olive d'un crocodile, t'es puni. Tu manges moins que ça, t'es pas puni. O shetzaraf miberia, me'at miberia zo, ou me'at miberia zo. Ou que tu as pris un peu de cette fourmi-là et un peu de cette fourmi-là, pour à la fin avoir un kazaït. Aval ha'ochel beria temea bifne atzma kula, ha'reze loke minatora, ve'afilu haïta pehuta mikahardal. Mais celui qui mange une bête entière, il est tapé Minatora, même s'il était petite comme un grain de moutarde. Ça veut dire minuscule, même s'il n'y a pas du tout une olive, si tu prends une bête entière, tu es considéré responsable au niveau légal. Je voulais juste vérifier si Hardal. Oui, oui, c'est Brassica nigra. Oui, oui, c'est la moutarde, absolument. Ouais, moutarde noire. Ouais. Donc même si tu prends quelque chose c'est tout petit, tu es puni parce que tu as mangé la bête entière. Entière. Ben she'achala meta, ben she'achala haya, qu'on l'ait mangée vivante ou morte. Ve'afilu sarha haberia v'nishtanat surata, ho'il ve'achala kula, loke. Et même si elle a pourri et elle a changé d'aspect, puisqu'on l'a mangée entière, on est puni. Alors, évidemment, on a déjà vu que si elle s'est complètement désintégrée, qu'elle est devenue comme de la poussière, on n'est pas puni, enfin, c'est pas interdit du tout. Et là, on parle qu'elle a un peu, elle a connu des meilleurs jours, quoi. On voit qu'elle a, on voit qu'elle a souffert, mais c'est toujours une mouche, quoi. Ok. Nemala, shehasra afilu ahat merachleha, eno loke aleha ela bekazait. Si je prends une mouche, une fourmi, et il lui manque même une seule patte, bah, c'est déjà pas considéré une fourmi entière, et du coup, il faut un volume d'une olive de fourmi pour être puni. On a presque fini, on se dépêche. לפיכך, האוכל זבוב שלם או יתוש שלם, ben חי וben met, loke mishum sheretzav. Celui qui mange une mouche entière ou un moustique entier, qu'il soit vivant ou mort, il est tapé parce qu'il a mangé la vermine des oiseaux. La vermine qui vole, quoi. הרי שהייתה הבריאה משרץ העוף, ומשרץ המים, ומשרץ הארץ, כרען שהיו לה כנפיים, והיא מהלכת על הארץ כשאר שרצים, והייתה רבה במים, ואכלה,
Loke shalosh malkiyot. Celui, donc, si il a mangé une créature qui est à la fois parmi les vermines de la des airs, des oiseaux, et à la fois parmi les vermines de la mer, des eaux, et à la fois parmi les vermines de la terre, c'est-à-dire, par exemple, si elle avait des ailes, qui la mettent dans la catégorie des oiseaux, et elle marche sur la terre, comme toutes les autres vermines, et Verita Rabba Bamaim, et elle grandissait ou elle vivait dans l'eau, si tu as mangé ça, on te frappe 3 fois. 3 fois la punition de flagellation. V'im hayeta yater al ze minam minin shenivreu baperot. Si en plus de ça, elle faisait partie des espèces qui sont créées dans les fruits, c'est-à-dire on l'a vu sortir d'un fruit en gros, Loke aleha arba malkiot, on rajoute encore une punition, on est tapé 4 fois. Donc, et quand je dis 4 fois, ça veut dire 4 fois 39 coups. Ve'im hayta min haminim sheparin verabin, loke hamesh. Et si en plus il fait partie des catégories d'espèces qui sont considérées, qui se multiplient et fructifient, ça veut dire ils sont très nombreux, on le tape une 5e fois. Donc 39 fois 5. Ve'im hayta miklal ha'of tameh, yater al haviata misheret ha'of. Si en plus il est considéré dans la catégorie des oiseaux interdits, donc non seulement il était vermine interdite, mais il était aussi un oiseau interdit, loker aleha shesh malkiyot, malkuyot, on reçoit 6 coups. 6 fois 39 coups. משום עפתמי, ומשום שרץ העוף, ומשום שרץ הארץ, ומשום שרץ המים, ומשום רומס על הארץ, ומשום תולעת הפירות, pour tous ces chefs d'inculpation, ben sha'achala kula, ben sha'achal mimena kazait, qu'on ait mangé la bête entière, ou qu'on ait mangé plein de petites bêtes, enfin plein de morceaux de bêtes en kazait, donc ça fait une petite pâte de bête, et ça a fait un kazait et t'en as mangé. Les fichach, vous êtes dégoûté, mais c'est le cas juste après. Les fichach, ha'ochel nemala, ha'porahat, ha'gedela bamaim, loke hamesh malkuyat. Ainsi, celui qui mange la fourmi, qui est... c'est quoi Rafa? Je sais plus ce que c'est Rafa. C'est Avec quoi, lui. pardon, quel Quoi? mot? Porahat ou Ah, Rafa qui fleurit. Euh, qui grandit? oui. Ah, qui vole. Qui vole. Qui vole, c'est un fa. Mais Selon porachat, Merbili, ouais. c'est. Donc, Ou il dit, là, poreach. celui qui... Ça veut dire fleurir. Donc, Peut-être parce c'est qu'elle étend ses son ailes. interprétation, oui, probablement. Peut-être, ouais, c'est une C'est interprétation. mais شرش perach. Mais après, de l'autre côté, ça a plus de sens dans le contexte. Celui qui mange une fourmi qui Oui, vole, oui, bien sûr. qui grandit dans l'eau, je sais pas si ça existe, il serait tapé 5 fois. Donc, j'imagine Sheretz Ha'of, Sheretz Haaretz, Sheretz Hamayim, euh, Tola'at Aperot, probablement, et Parin Verabin. Remesse à l'arrêt. Donc, les vermines de la terre, les vermines du ciel et les vermines de l'eau, probablement c'est une espèce qu'on trouve dans les fruits, et c'est une espèce qui sont très nombreux, et donc ils rentrent dans la catégorie de ceux qui grouillent. Dernière halakha, pas en retard du tout, ריסק נמלות, והביא אחת שלמה וצרפה לאלו שנתרסקו, ונעשה הכל כזית, ואכלן, לוקה 6 מלכויות. 5 משום נמלה אחת, ואחת משום כזית מנבילת הטמאים. Celui qui a fait une pâte, qui a écrasé des araignées. Et il a amené une araignée entière qu'il a associée à tout ça. Donc en gros, il a fait une tartine où il a mis sur une araignée volante de la pâte d'araignée et il a mangé tout ça.
Vena asa hakol Comme kazait. les instructions pour le céder de pape. C'est ça. Et à la fin, Ouais, en fait, après, et à la fin, ça a donné un kazaït. C'est très drôle parce que l'année dernière, notre maror, il était plein de bêtes. ouh, Venarasa Akol Kazait, le tout, il a fait, il est devenu, ça a réussi, ça a constitué un kazaït entier, et il a mangé le tout. Loke Shesh Malkouyot, il est tapé 6 fois, 5 fois pour cette araignée, pour cette fourmi volante toute seule, comme on a vu juste avant, on tape 5 fois. Ve'ahat mishum kazait minivlat hatemeim, et une fois pour, pour avoir mangé un kazaït, donc le volume d'une olive, du, euh, du, des cadavres d'animaux pas cachers. Alors, je voulais juste voir la note de MacBilly parce que c'était quand même, c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas vu cette catégorie de Nivlat Atemim. De quoi on parle? C'est quoi cette histoire de manger le cadavre d'animaux impurs? C'est un interdit en plus. Euh, alors, l'homme mishum isur nevela, c'est pas l'interdit de manger une nevela qu'on va voir plus tard, ce qui est un cadavre d'animaux cachers. Et là, mishum ochel kazait mi besar atemeim, c'est l'interdit d'avoir mangé une kazaït de la viande d'animaux interdits. Mipnei she'asur achilat nevela, amur rak beba'alei chaim hakesherim, parce que le nevela, c'est uniquement pour les animaux cachers. Venakat lashon nevela, mipnei shemeto, et on a pas, et il parle ici le Rambam d'un cadavre, donc cette catégorie qui d'habitude euh, est une catégorie légale particulière. Ici, c'est pas la catégorie légale particulière. Ils disent juste qu'elle est morte, parce que ils ont écrasé, donc forcément ils sont morts. Donc c'est juste en passant. Mais en fait, c'est juste le fait qu'il a mangé un kazaït d'animaux pas cachers. Euh, c'est quand même, moi j'ai un peu du mal à comprendre parce on dirait que c'est deux interdits différents. Le fait de manger, disons que je mange un crocodile entier ou caseïde d'un crocodile, bah, c'est un mauvais exemple parce que dans un crocodile entier il y a plein de crocodiles. Si je mange une fourmi entière ou un caseïde de fourmis, on dirait que c'est deux interdits différents. Or, c'est pas le cas. A priori, c'est juste le fait que il y avait une fourmi entière qui est toute seule, à elle toute seule, c'est 5 interdits. Et ensuite, j'ai la patte d'insecte qui serait probablement un seul interdit à elle toute seule. Et du coup, j'ai fait deux interdits différents, l'un qui me donne un châtiment de 5 et l'autre qui me donne un châtiment de 1. C'est pas très clair dans les mots, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Je sais pas si vous avez des interprétations concurrentes. Non? non. On peut s'arrêter là. Voilà, c'est juste pour dire que du coup, cette patte de fourmi, il n'y a pas d'indication que ce sont des fourmis particulières, a priori. Euh, ouais, c'est pas des fourmis qui seraient interdites sur 5 chefs d'inculpation, a priori. Parce que sinon, je vois pas pourquoi on n'aurait que 5 et pas 10. Bref, je suis pas sûr de ce que je dis. C'est un cas compliqué. Je suis pas sûr qu'on aura une réponse ce soir. Et je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, on va s'arrêter là. Razak ou D'accord. Baruch. Je Chazak ou Baruch. sais pas s'il reste des questions. Est-ce que ça, c'est fait, ces interdictions, c'est fait pour des motifs didactiques ou pas? C'est-à-dire, ça me semble tellement difficile que je sais, alors, je sais pas comment formuler ma question. C'est étrange ce fait de multiplier 5 fois
les coups qui sont 39 en plus, à chaque fois pour un chef d'inculpation différent, mais en fait, c'est la même bête. Et en fait, en plus, c'est quelque chose que, à part cette humeur de faim, c'est assez dégoûtant de manger ce genre de choses et ça a probablement toujours été, même instinctivement. Est-ce que c'est fait parce qu'il faut étudier la Torah et c'est tout, et du coup, ils vont te donner de la matière à étudier? Ou est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a des gens qui vont le faire un jour et du coup, il faut créer la peine et du coup, il y a des rabbins qui ont décidé que c'était ça la peine? Je pense personnellement que c'est effectivement plus une question didactique, d'expliquer dans quel cas on peut multiplier les punitions et dans quel cas on ne peut pas multiplier les punitions. On va voir plus tard, on aura une longue note du Macbilly sur quel cas, ouais, c'est ça, c'est dans le Père Hamishi, sur quel cas, euh, si j'ai fait deux interdictions en même temps, est-ce que je suis tapé deux fois et pas une fois? Je- je- il me semble que même cette histoire d'être puni cinq fois ou six fois, je crois que c'est une Mishnah carrément. Et c'est pour ça que le Rambam, probablement, il les rapporte. Pourquoi spécifiquement ici, il donne tous ces détails? Je crois qu'il me semble que c'est une Mishnah tout à la fin de Haïdouyot. Ça te dit quelque chose chez moi? Hmm, Ou Makot je peut-être? réfléchis. Oui, peut-être. Ça me dit quelque chose. Enfin, il me semble Oui, oui, ça que c'est quelque rings a chose. bell. Et là-bas, effectivement, c'est le contexte. On veut juste expliquer dans quel cas on additionne les punitions, dans quel cas on ne les Exactement, additionne oui. pas. On ne parle pas spécifiquement du tout des, des insectes. Peut-être, peut-être que l'exemple qui est pris là-bas, c'est même pas les insectes. La vérité, je ne me rappelle pas. Je me rappelle juste il y a une de ces macertotes à la fin de Nezikin où il y a un exemple comme ça, où il y a des exemples comme ça de multiplication des, des punitions. Et effectivement, c'est pas des cas très pratiques, mais c'est important d'avoir euh, d'avoir une compréhension du système légal. Et Oui, absolument. et ces exemples, ils donnent des indications claires. Voilà. Je vous laisse, il est très tard, désolé. Bon Hazak ou après-midi. Baruch? Merci beaucoup, Razak.